Bonsoir à tous les membres du panel et bonsoir à tous nos auditeurs. Donc, chers frères éclairés, je comptais dire merci à tous l'ensemble des EPV pour cette fameuse mobilisation-là autour de cette compétition qui a fait qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire a eu ses 3 étoiles. Donc, vraiment, l'ensemble des EPV, vous faites partie de cette victoire-là. Donc, chers amis, c'est dans la continuité un peu des différents sujets développés aujourd'hui. Cher aîné, vraiment, j'ai beaucoup mal. J'ai énormément mal quand je vois qu'aujourd'hui, nous avons encore des populations à qui il faut dire de faire X ou Y. À qui il faut toujours dicter leur pensée. Moi, je n'arrive pas à comprendre un truc qui me fatigue depuis un certain moment. Est-ce que c'est à cette plateforme-là de dire aux gens que vos différents élus locaux-là, voici les différents rôles. Comment vous devez vous mobiliser? Comment vous devez faire pour que vous soyez respectés, pour que votre situation puisse changer? Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, il a donné tout à tout le monde, il a donné tout. Tous les moyens de communication aujourd'hui sont à la disposition des Ivoiriens afin de pouvoir dénoncer ce qui se passe dans les différentes localités. Mais nous constatons que quoi? Les choses ne font que s'empirer. Les choses ne font que continuer. Donc, à un moment donné, on ne va pas cesser toujours de parler. On va toujours parler, mais à quoi ça sert de parler et puis il n'y a pas d'action sur le terrain? Ça sert à quoi? Ça ne sert absolument à rien de toujours parler et puis il n'y a pas d'action. Donc, c'est pour cela que moi, j'interpelle les gens, nos auditeurs, des gens qui se sentent vrais EPV. N'hésitez pas à aller vers ces personnes-là et de faire asseoir ces différents élus-là et d'expliquer réellement le problème de vos différentes communes. Parce que c'est inadmissible qu'ils aient des fonds et ces fonds-là, ils s'asseyent là-dessus. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on peut même dire en Afrique noire, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, lorsque une personne a une petite responsabilité, il profite de cette responsabilité-là pour se mettre plein les poches. Je me pose la question, quoi. Pourquoi? Il suffit juste d'avoir une petite responsabilité. Pour lui, c'est maintenant il a la loi qui l'accompagne pour pouvoir voler. Et des populations sur la personne ne parle. Quand vous voyez le président Alassane Ouattara aujourd'hui en train de doter la Côte d'Ivoire d'infrastructures, en train de faire tout ça là, mais est-ce que le président de la République ne peut pas prendre l'argent là pour fuir? Ou bien l'argent là comme Paul Biya a fait, ou bien comme le président Malonette l'a font là. Mais cet argent-là est utilisé pour le bien-être des Ivoiriens. Eux-mêmes, leur patron, là, voici comment ils utilisent notre argent. Mais pourquoi l'argent qu'on leur donne pour votre bien-être là, ils utilisent ça mal, puis il n'y a personne qui parle. C'est pour cela que moi, je dis tout le temps, cher René, bien vrai que le président de la République, il a fait énormément pour la Côte d'Ivoire. Mais il y a beaucoup de choses aussi à effectuer en Côte d'Ivoire. Changer la mentalité des Ivoiriens. Et nous comptons énormément sur le président de la République qui puisse faire de tout son possible pour changer la mentalité des Ivoiriens. Et là, il est sur la bonne voie. Son travail est reconnu par tout le monde. Parce que on ne peut pas continuer comme ça. Parce que la meilleure manière d'aider le président de la République, là, nous, en tant que militants du RHDP, nous, en tant que population ivoirienne, il faudrait qu'on change notre manière de voir les choses. Il faudra que nous soyons exigeants envers nos différents dirigeants. Parce que s'ils sont là, c'est à cause de nous. Chef frère, comment tu peux comprendre qu'un enfant qui est en situation de handicap aujourd'hui en Côte d'Ivoire, même pour aller à l'école, c'est compliqué. Pendant qu'on a un ministère dédié à la petite enfance. Aujourd'hui, les enfants qui sont en situation de handicap, là, vraiment, il faut dire respect à leurs parents. Comment ces enfants vont à l'école? Quel accompagnement y a-t-il pour ces enfants? Quel dispositif existe-t-il dans les différentes écoles afin que ces enfants puissent avoir une scolarité pareille que les enfants normaux? Je me demande bien, est-ce que ça existe?
Aujourd'hui, dans ce pays-là, qui est la Côte d'Ivoire, là, il y a des enfants aujourd'hui qui ne vont pas à l'école à cause de leur situation. Mais pendant ce temps, on a un ministère qui est là. Est-ce qu'il y a des ateliers qui se font pour pouvoir aujourd'hui apporter une certaine compétence à nos enseignants pour pouvoir enseigner ces enfants-là qui sont en situation de handicap? Aujourd'hui, il y a une nouvelle pathologie au niveau des enfants, tout le monde le connaît, c'est ce qu'on appelle l'autisme. On a des enfants aujourd'hui qui sont neuroatypiques. Il y a des enfants aujourd'hui qui ne doivent pas être dans certaines classes. Ces enfants doivent avoir une classe à eux. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Ces enfants sont encore dans ces systèmes-là. Donc finalement, ces enfants-là ne sont pas acceptés même dans les différentes écoles. Mais ces enfants-là, les jeunes de leur famille, ces enfants-là, ils n'ont pas le droit aujourd'hui d'aller à l'école. Parce qu'il n'y a pas un dispositif qui accompagne la plupart de ces enfants-là. Les enfants même qui ont la trisomie 21 ou bien, comme on appelle cette maladie-là, ces enfants aujourd'hui restent à la maison. Pendant que dans ce monde dans lequel nous sommes là, dans d'autres régions du monde, là, ces enfants vont à l'école et ils ont un bon accompagnement. Mais nous, on a un ministère qui est là. Le président de la République, là, il met tout à la disposition pour que nos petits frères, les jeunes Ivoiriens, puissent se sentir à l'aise dans leur propre pays. Mais aujourd'hui, là, on n'a pas de visionnaire, on n'a pas d'homme de vision qui gère notre système éducatif. On n'a pas de visionnaire qui gère tout ce qui est aux alentours des personnes en situation de handicap. Ces personnes en handicap, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est un surhandicap pour eux. Ils sont mis à l'écart, ils ne sont pas considérés dans ce pays-là. Pourtant, c'est des personnes aussi qui méritent d'être là où nous, qui ne sommes pas en situation de handicap, là, ils méritent aussi d'être là-bas. On dit qu'on a un ministère de la petite enfance. On a un ministère de l'enseignement. Mais aujourd'hui, là, ces enfants-là, quand ils vont à l'école, là, ces enfants aussi, ils ont besoin aussi des enseignants qui ont quand même cette compétence-là de pouvoir les enseigner. Mais quand nos concours sont lancés au CAFOP, là, quand ils sortent du CAFOP, là, est-ce qu'ils ont la compétence pour pouvoir enseigner ces différents enfants-là? Mais pourquoi aujourd'hui ne pas faire face aux réalités de ce monde-là? Encore une fois, des gens qui sont sans formation, ils sortent, ils font des formations, c'est pour même dire les bons, ah bah, nos enfants, oui, ça ce sont les enfants qui sont en situation, qui ne sont pas en situation de handicap. Et les enfants qui sont en situation de handicap, comment ils font pour aller à l'école? Comment le programme il est ménagé pour eux? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il existe dans des écoles ou bien dans des secteurs d'Abidjan des référents de l'handicap? Normalement, quand on regarde aujourd'hui ces pays qui sont devant nous là, ils font énormément de choses. Mais on dit que échange bilatéral entre la Côte d'Ivoire et la France, entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, mais ce n'est pas que politique. On regarde un peu ce qui se passe bien dans les différents pays-là, et les différents ministères-là, on essaie de collaborer, de tester à ce qu'on puisse former nos enseignants pour ces enfants. Mais après, ces enfants-là, ne soyez pas étonnés, on va voir ces enfants-là sur les réseaux sociaux, on les prend pour des bêtes. En réalité, c'est des enfants qui ont la capacité de faire énormément de choses. Donc, chers aînés, il faudrait qu'on interpelle nos dirigeants. Il faudrait qu'on interpelle nos différents ministères. Vraiment, travailler pour le bonheur de cette Côte d'Ivoire. Parce que dans cette Côte d'Ivoire, tout le monde est représenté. Les handicapés il y a des personnes en situation de handicap qui sont ivoiriens. Ces personnes en situation de handicap, là, ce ne sont pas des personnes de malheur. En eux, là, il y a énormément de potentialité. Mais quand on n'a pas de dirigeants visionnaires, ces personnes, on les met à l'écart. Et ces personnes-là, dans les pays développés, font des choses extraordinaires pour ce pays-là, dans les pays dans lesquels ils sont. Nous invitons réellement nos dirigeants à se pencher un peu sur les personnes en situation de handicap. Donc, cher René, je m'arrête là pour ce soir. Merci. Ok. Vraiment, merci, cher frère, pour la question que tu viens d'évoquer. Parce que quand tu n'es pas dans une situation, on peut se mettre sur muet. Ok. Avoir un enfant avec un handicap, si vous n'avez pas la foi en Dieu, vous allez penser que c'est vous seul que Dieu a choisi sur la terre pour vous coller un malheur à vie.
ça fait extrêmement mal. Parce que non seulement ta vie est détruite, mais toi, l'enfant, le résultat même de tes efforts, tu le vois déjà détruit. C'est le même sentiment que tout parent qui a un enfant handicapé ressent. Mais en Afrique, beaucoup ont ces situations et les acceptent. Malheureusement, on n'a pas les conditions de pouvoir les encadrer. C'est là que le ministère de la petite enfance, Nasseneba Touré, devrait réellement intervenir. Parce qu'il faut dire les choses directement. C'est vrai que, cher frère, je ne vais pas te mentir, même aux États-Unis, en Europe, ils ont fait beaucoup d'efforts. Ils ont évolué. Mais même ici, personne ne peut combler ce vide-là. Parce que c'est un déficit qui se fait ressentir dans la vie. Mais, quand le gouvernement crée des ministères dédiés à ces effets-là, on doit être capable, selon moi en tout cas, d'inviter les parents avec des enfants handicapés et de leur dire ce que le gouvernement peut faire pour eux. Et de leur dire aussi ce que le gouvernement ne peut pas. C'est vraiment important. Et le sujet que vous évoquez là, on va prier Dieu pour que Dieu ne donne pas à quelqu'un un enfant handicapé, sinon ce n'est pas la chose la plus facile à gérer dans une vie. Ici en Occident, non seulement il y a des structures spécialisées, mais même l'appui financier aux parents, ça les aide parce que souvent les parents ne peuvent même pas travailler. C'est pas parce que... C'est pourquoi il est souvent difficile dans la vie, il ne faut jamais juger quelqu'un tant que tu n'es pas dans sa situation. Je ne connais pas pour l'Europe, mais aux États-Unis ici. Quand tu as une femme enceinte, déjà je crois, je ne me souviens plus exactement, mais dès les premiers moments où on constate que tu es en grossesse, il y a un canevas de temps, on va vérifier si l'enfant a un handicap qui va vraiment détruire toute sa vie. Les gens posent une question fondamentale. On te demande, est-ce que tu veux qu'on a qu'à tuer l'enfant? Parce qu'avortement, tout ça, c'est pour bien arranger les choses. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que dans cette vie, la notion du bien et du mal, là, elle est relative et elle n'est pas toujours facile. Parce que juger quelque chose en bien ou en mal, alors que toi-même, tu n'es pas dans le contexte, c'est trop facile. Mais que chacun de nous se mette à la place d'une femme qui va avoir un enfant, qui va naître avec un handicap très grave et très lourd à vie. Est-ce que tu vas permettre à cet enfant de vivre avec cet handicap en te disant que c'est un choix volontaire de détruire une vie et toi-même détruire ta propre vie? En te disant aussi que la société n'aura pas pour obligation de te prendre en charge. Quand cette problématique se pose en face, les gens font des choix. Et souvent, c'est difficile de le dire. Mais pour aller plus loin, lorsqu'on a ce cas-là, puisque ça existe, ça pose aussi la problématique même de la valeur de l'humain dans la société. C'est-à-dire qu'un humain, là, même si tu es né sans tête, tu es né sans fesses, dès que tu es né là, d'un homme là, de la fusion d'un homme et d'une femme là, tu es un humain là, quelle que soit ta condition. Cette question doit aller nous rappeler même la condition. Quelle place on donne à l'homme dans notre société? Parce que j'ai pu voir ici, en Afrique, on néglige. Ah non, lui, il est bête. Lui, il n'est pas intelligent. Ah, lui, il est comme ça. Mais j'ai pu voir aux États-Unis, ceux qu'on voit qui ont des têtes avec des lisses, des fronts lisses et aplatis. Je ne veux pas dire les idiots. Voilà, vous voyez, voilà. Mais on les utilise pour faire certains boulots. Moi, je l'ai vu ici. Et la première chose que ça m'a fait comprendre, c'est que l'homme peut être utile, quelle que soit sa condition. Parce qu'au fond, Dieu ne se trompe pas aussi. Mais eux, ils ont compris ça. Et ils ont pu donner la place à ces personnes-là. C'est vrai qu'en Afrique, nous n'avons pas atteint ces niveaux. Ça, il ne faut pas se mentir, cher frère. C'est vrai que ce que tu dis est normal. Mais nos États n'ont pas encore atteint les moyens de développement. Même à la ministre Nasseneba que nous demandons, on demanderait simplement d'apporter un appui financier à ces parents-là. Tu dis que tu as un enfant, on peut constater. Et maintenant, en fonction de l'aide que le gouvernement peut, on peut les aider. Moi, je préfère qu'on aide ceux-là que d'aller nous dire on se promène pour chercher les enfants de la rue. Tout le monde peut devenir enfant de la rue, selon son bon vouloir ou bien. Un enfant crapule peut fuir la maison familiale. Mais personne n'a envie de décider d'être né avec un handicap lourd.
Et donc, quand on va demander aux parents d'amener les enfants là, ça sera un soulagement pour eux aussi. Et il faut remettre et les parents et ces enfants-là en conscience pour leur dire qu'ils sont utiles. Je veux parler du suivi psychologique. Voilà dans un premier temps ce qu'on pourrait faire selon moi. Peut-être que d'autres vont pouvoir aller plus loin dans la question et donner d'autres réponses plus efficaces que la mienne. Mais voilà déjà, selon moi en tout cas, ce qu'on peut faire dans un premier temps. Le suivi psychologique des parents et des enfants. Un petit appui, même si c'est 10 000 francs par mois. C'est mieux que rien. Ils vont comprendre que hier, là, on nous avait négligé, mais aujourd'hui, on tient compte d'eux. Et troisièmement, poser la problématique même de l'utilité de l'homme dans notre société. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que chaque humain soit utile dans notre société? Et donc, c'est ce que j'allais ajouter sur ce que vous avez dit. Avant de redistribuer la parole à nouveau, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire rapidement. Non, c'est-à-dire, j'ai absolument rien à dire. Ok. À part demander aux gens de travailler sérieusement. Et là, vous avez posé aussi la question de ceux qui ne comprennent pas comment on doit sur la plateforme pour expliquer aux gens comment il faut combattre. Chers frères, il faut savoir que l'analphabétisme existe. Et en même temps aussi, lorsqu'on creuse la question pour aller profondément, il y a certains sujets qu'on ne veut pas évoquer sur la place publique. Chers frères, le courage, selon toi, c'est quoi? Le courage. Si on te dit de définir le courage en quelques mots, tu vas définir ça comment? Je dirais qu'il y a la volonté. Ok, tu as donné un mot qui est très essentiel. Parce qu'il ne peut pas avoir de courage sans volonté. Tu es d'accord pour ça? Ok. Mes chers frères, maintenant partons sur un niveau, je vais dire génétique. Est-ce qu'on est tous avec les mêmes compétences? Non. Est-ce que tu sais que de façon naturelle, là, les gènes des hommes, là, c'est comme par exemple, il y a des gènes dans certaines familles, il y a des gens qui développent des gènes pour aller vers des maladies. Mais est-ce que tu sais aussi que même les comportements humains aussi, en partie, sont transmis de façon génétique? C'est possible. Oui, c'est une réalité qui est prouvée scientifiquement aujourd'hui. Et donc, ce que je vais te dire là, sur la même question de la volonté là, est-ce qu'on peut accuser quelqu'un qui a génétiquement hérité de peu de capacités de volonté d'être un homme faible? Non. Voilà aussi une question, ça pourrait paraître supranaturel ou même métaphysique, mais ce sont des réalités aujourd'hui qu'on comprend. Ça veut dire, génétiquement parlant, il y a des gens là, eux-mêmes leur famille, là, ils sont dociles. Ceux-là, si tu les accuses de ne pas être des gens courageux, tu perds ton temps. Parce que au fond, là, même s'ils veulent, ils ne peuvent pas. Et après cela, il y a l'éducation qui s'ajoute. Il y a des familles qui éduquent les enfants, et chaque parent éduque un enfant en fonction des valeurs que lui pense être les meilleures. Mais si tu as éduqué un enfant à aimer l'art, à aimer le beau, mais forcément l'enfant va devenir romantique. Si tu lui remets une épée là, tu vas voir que vraiment ça ne sera pas la chose facile pour lui. Par contre, quelqu'un qui est né dans une famille où le père était un soldat, même si les gènes n'étaient pas forcément transposés à être dans ce qui est dur, mais le père lui voit la vie en termes d'efficacité. Il dit donc moi en tant que soldat, voilà comment tu vas te comporter. Tu vas voir que cette personne-là, même si elle était initialement une personne faible ou bien une personne, je vais dire, molle, la personne, tu auras l'impression qu'elle est dure ou bien elle a un homme de caractère. Et donc, en plus de ce que je venais de dire, le génétique, il y a aussi l'éducation et puis il y a l'environnement après. Un homme aussi, là, tu as le résultat de ce qui s'offre à toi dans ton environnement. Cher frère, si tu vas dans un coin, tu évolues dans un couvent religieux, est-ce que tu peux faire certaines choses? Non. Parce que là, on te dit, c'est Dieu qui a dit. Si tu ne fais pas ce que Dieu a dit, donc ce que le Satan a dit, tu fais. Eux, ils sont dans la dualité, Dieu et Satan. Mais si tu évolues dans un monde où, par exemple, tu évolues dans un quartier où ce sont les vendeurs de drogue qui sont là, toujours la première question qui est en tête, comment je fais pour sauver ma vie? Est-ce que tu vas être dans la société un enfant de cœur? Non. Tu seras toujours aux aguets et tu seras toujours dans la riposte. Et donc, l'environnement, c'est un facteur aussi qui détermine l'homme, même si on pense que c'est nous qui déterminons notre environnement. Et donc, quand on fait rapidement toutes ces sommes-là, on se retrouve à dire que souvent, ça peut nous choquer. Mais si nous, on n'était pas là à l'école, là, est-ce qu'on allait réfléchir comme on le fait aujourd'hui? C'était pas évident. C'est que nous pensons être facile. Quelqu'un qui n'est pas allé à l'école et quelqu'un qui n'a pas eu la chance de se retrouver dans l'Occident pour voir des réalités et puis pouvoir faire la synthèse de ces réalités-là, c'est difficile pour ces personnes. Et c'est pourquoi, malheureusement, nous serons toujours obligés de répéter les mêmes choses. Et le mérite de la répétition,
c'est qu'un jour, ça va donner le courage à certains d'essayer. Et quand ils auront essayé, ils vont voir le résultat et ça va les convaincre. C'est un travail de longue haleine, chers frères. C'est un nouveau message que nous sommes en train de tracer. C'est comme le travail du président Ouattara. Quand tu vois quelqu'un qui était diamétralement opposé, mais qui vient dire aujourd'hui, c'est nous, on était bêtes avant. Mais tu vas dire quoi à la personne? Quand quelqu'un te dit, j'étais bête avant, là, qu'est-ce que toi tu peux dire pour lui dire, tu n'étais pas bête? Et donc, tu comprends, voilà. Et donc, allons doucement avec ces personnes-là. Expliquons-le, même si c'est 1000 fois. Un jour arrivera, ils comprendront. Ces émissions que nous faisons là, une fois qu'on finit l'émission, on pense qu'on a fini. Même quand tu veux, il faut effacer. Mais ces émissions-là existent. Et un jour, ça va servir à quelqu'un. Peut-être que c'est le rôle que nous devons jouer aujourd'hui. Ne nous désespérons pas. Et comme tu es musulman, je vais terminer avec un prophète, Jonas. Oui. Mais qui avait été envoyé au peuple de Ninive. Parce que les gens parlent, ils croient qu'on ne le connaît pas. On le connaît très bien. Et Jonas, si vous voulez vous l'appeler Jonas, si vous voulez vous l'appeler Yunus, c'est la même chose. À un moment, il a prêché à son peuple. Mais il a vu que les gens se foutaient pas mal de ce qu'il a dit. Il a dit, mais est-ce que je n'ai pas fait mon travail? Les gens disent, ah, mais toi, tu as trop fait ton travail. Nous, on te demande de te reposer. Il dit, comme c'est comme ça, bon, je vais vous quitter même. Et c'est là maintenant qu'il a quitté son peuple et tout ce qui s'ensuit. Il a eu des péripéties jusqu'à ce qu'il soit ramené pour faire sa mission. Chers frères, moi, je considère que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est une mission qui va au-delà de nos propres personnes. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui ont une capacité de mieux faire ça que nous parce qu'ils ont les moyens qui vont avec. Ils sont même payés pour ça, mais ils ne le font pas. Mais si nous aussi on se dit, puisque ce n'est pas notre travail, nous ne le faisons pas là, on ne fait qu'agrandir le trou du mal. Et donc faisons ce que nous pouvons et l'histoire jugera de quoi demain sera fait. Mais n'allons pas dans nos tombes avec la conscience lourde qu'on aurait pu parler à des personnes, qu'ils nous écoutent ou qu'ils ne nous aient pas écoutés. Cela dépendra de ce que la vie nous réserve. Mais au moins, la personne ne pourra dire que les choses ne lui ont pas été dites. Et ça va nous soulager. C'est ce qu'on vous a toujours dit. Maintenant, quand tu écoutes ces probabos ou bien ces égarés qui disent qu'aujourd'hui, ils ont vu la lumière, mais toi-même, tu te dis, mais pourtant, c'était simple pour nous. C'est ce qu'on vous avait toujours dit. Parce que c'est le résultat qui va amener chacun à avoir confiance en la vie. Ce message qu'on dit ici, là, si vous sortez pour dire vous allez tuer les gens, nous, on va aller vous tuer. Mais ce qu'on dit en réalité, là, pour un homme normal qui comprend, ça veut dire on va vous empêcher de créer la mort. Ça ne veut pas dire qu'on est là, on est prêt à vous attendre, on va aller vous abattre. Mais on va vous dire que la mort que vous voulez donner au vieux Bamba, ou bien à tous ces hommes, c'est quelque chose qui est tellement inutile qu'on ne va plus vous laisser faire ça. C'est ça le fond du message. Mais comme ce sont des gens qui sont dans un état mental très bas, il faut leur expliquer que si vous sortez pour dire vous allez marcher pour tuer les gens, nous on va prendre marcher pour vous égorger. C'est ce qu'ils entendent, c'est ce qu'ils comprennent. Et il y a quelqu'un qui a évoqué, souvent aussi le niveau du débat est élevé, il y a beaucoup qui ne comprennent pas forcément. Et moi-même, effectivement, si vous avez bien remarqué au début jusqu'à aujourd'hui, même dans ma manière de parler, vous voyez, souvent même, je casse le niveau, je parle souvent de façon triviale pour que les gens puissent se sentir dans le message. C'est parce que c'est très important. Une fois que tu communiques, que les gens t'ont compris, c'est la meilleure chose. Mais continuons, c'est ce que je peux te dire.